Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Une coalition arabe de 10 pays menée par l'Arabie Saoudite a démarré une série de frappes aériennes contre les rebelles chiites au Yémen. Les États-Unis ont apporté un soutien logistique. Le Wall Street Journal révèle des espionnages israéliens aux États-Unis concernant les négociations avec l'Iran. Israël dément, on en reparle tout à l'heure. Un Airbus A320 de la compagnie Germanwings s'est écrasé avec à son bord 150 passagers et membres d'équipage. Le Premier ministre fondateur du Singapour est mort à l'âge de 91 ans. Le monde entier lui rend hommage. Et enfin, le département américain du Trésor a mis un terme à ses sanctions économiques contre une soixantaine d'entreprises et d'individus commerçants avec Cuba. Bonjour Nissim Zvili. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, vous avez été secrétaire général du Parti travailliste israélien et vous avez participé aux négociations des accords d'Oslo face à Yasser Arafat dans les années 90. Le 17 mars dernier, la gauche a à nouveau perdu les élections en Israël. C'est le 6e scrutin qu'elle perd et on va essayer de comprendre pourquoi. Vous étiez sur ce plateau le 5 octobre lors de la première émission de Tout un monde. Et on parlait déjà de la gauche et je vous propose d'écouter une séquence de ce que vous avez dit le 5 octobre. Je précise que vous parliez après le discours de Netanyahou à l'ONU et vous parliez des négociations dans le fait que la gauche n'était pas audible dans le processus de paix. On écoute. Je suis très fier des positions que j'ai prises au niveau politique depuis que j'étais membre de l'équipe politique du Parti travailliste et de la Knesset. J'ai aucun problème avec mes positions politiques. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de leader qui donne l'impression au peuple qu'ils veulent les diriger vers une autre direction. Est-ce que vous êtes d'accord? La gauche aujourd'hui, dans ces élections, n'a pas apporté une vraie alternative? Je crois que d'abord, en général, où on réussit, où on explique. Donc là, on l'explique. Voilà. Alors, ça veut dire que je crois pas qu'il y a une seule bonne explication à ce qui s'est passé pendant cette campagne électorale. Je crois qu'en fin de compte, la gauche israélienne a mis sur la table de cette campagne électorale les vrais problèmes. Et c'était des problèmes sociaux, c'est des problèmes de l'isolement politique de l'État d'Israël dans la communauté internationale. Et c'était le troisième sujet, c'était le manque de processus de paix. Ça veut dire que ça mène clairement à un État binational. S'il n'y a pas d'État palestinien, voilà, on va vers un État binational. Oui, c'est clair. Maintenant, je crois que le jugement des électeurs en Israël a été fait pendant la dernière semaine, quand il y a encore une fois, on a réussi à réveiller le problème, les craintes de la sécurité, le problème de Daesh sur les frontières d'Israël. On a semé encore une fois la panique. Et en fin de compte, ce que je crois qui a été prouvé, c'est que la majorité des Israéliens, malgré que dans tous les sondages disent qu'ils vont voter sur les sujets sociaux, en fin de compte, ils votent sur les problèmes de sécurité et d'existence d'État d'Israël. Alors justement, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui estiment que tant que la gauche ignorera le problème israélo-palestinien, c'est-à-dire qu'elle ne fera pas campagne là-dessus, comme l'a fait par exemple Yitzhak Rabin, comme l'a fait Ehud Barak, tant que la gauche ne le fera pas et qu'elle n'apportera pas son alternative à la situation, la gauche ne pourra pas revenir au pouvoir parce que ce sont les questions sécuritaires qui dominent? Je suis complètement d'accord. Ça veut dire, c'est pas seulement mettre le sujet sur la table, mais amener une vraie alternative, des solutions avec une carte de route, je dirais, pour l'avenir de l'État d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va assurer la sécurité de l'État d'Israël, même s'il y aura un État palestinien à nos côtés? Quels sont les atouts qu'on peut utiliser? Quels sont les avantages dans un accord de paix entre nous et les Palestiniens? On a des preuves très, très tangibles. On a l'accord de paix avec l'Égypte qui tient le coup pendant plus de 25 ans, l'accord de paix avec la Jordanie. Essayez d'imaginer une situation dans laquelle on n'aurait pas eu ces accords de paix. Avec tout ce qui s'est passé dans cette région, ça aurait été une catastrophe sécuritaire pour l'État d'Israël. Ça veut dire que seul un profil sécuritaire peut mener le Parti travailliste à la victoire, comme Ehud Barak, qui était chef d'état-major, par exemple? Vous savez, je crois qu'on vit dans un genre de paradoxe. Parce que pour arriver à un accord politique dans le cadre duquel on devra faire des concessions assez douloureuses sur le territoire occupé, je crains que la gauche toute seule n'est pas capable de mener ce processus. Je crois qu'on a besoin ou d'un gouvernement d'union nationale ou d'un gouvernement de droite soutenu par la gauche, comme ce qui s'est passé pendant la signature de l'accord de paix avec l'Égypte. Menachem Begin
était minoritaire dans son parti. Et le retrait de Gaza avec Sharon. Voilà. Et le retrait de Gaza, il était minoritaire dans son parti, et c'est grâce au soutien de la gauche israélienne qu'on est arrivé à l'accord de paix le plus important dans l'histoire de l'État d'Israël. Une dernière question, pourquoi est-ce que dans les zones les plus frappées par la guerre, frappées par la pauvreté, certains diraient frappées par la politique de Netanyahou, donc, pourquoi dans ces zones, Netanyahou est arrivé premier systématiquement en périphérie, dans les zones frappées par les roquettes, dans les zones frappées par le chômage? C'est Netanyahou qui est arrivé premier? Non, ce n'est pas seulement dans ces zones, c'est dans toutes les villes de développement, toutes les villes où il y a une opinion publique qui ne croit pas à une solution politique, qui dit qu'on ne veut pas compter sur les Arabes, qui croient que de faire des concessions, ça risque d'être dangereux pour l'État d'Israël. Et à part ça, il y a une haine très profonde qui a été enracinée dans la société israélienne vis-à-vis des Palestiniens et des Arabes en général. Qui est née du conflit. Qui est née du conflit, qui est née une partie qui vient des pays d'Afrique du Nord dans lesquels ils ont souffert, de l'Irak, de l'Égypte, tout ça. Ça veut dire c'est une accumulation qui s'est réveillée pendant ces dernières années et qui ont mené à la conclusion qu'on n'a pas de vrais partenaires. Ça a été nourri par Barak et par Netanyahou. Ça veut dire que c'est un sentiment très approfondi. Et à la dernière minute, encore une fois, dans une brillante campagne de 48 heures, de 72 heures, Netanyahou a réveillé exactement tous ces fantômes. Et à part ça, il a fait 2 zigzags ou 2 flic-flac. Sur l'État palestinien. Ouais, sur l'État palestinien. Et après, quand il a dit un mensonge en disant que voilà, tous les Arabes ont voté, réveillez-vous les Juifs pour sauver le pays, pour sauver la droite. Ça, c'est très dangereux. Ce sont des actes. Et on est en train de. Après, et on est en train. Non, c'était une excuse pathétique. Mais on commence à payer le prix avec Obama. On le voit, ce qui s'est passé après les élections. On ne croit plus Benjamin Netanyahou dans la communauté internationale. On dit il faut arrêter de manipuler l'opinion publique internationale et l'opinion publique israélienne. Je ne sais pas comment ça va se terminer. J'espère qu'il y aura des gens suffisamment sages et intelligents dans ce gouvernement qui seront capables de reconstruire une certaine confiance entre nous et les États-Unis surtout. Mais sinon, je crains qu'on va se trouver dans une situation de crise très profonde. Ça va venir nous le dire. Merci beaucoup, Nissim Zvili, d'avoir été avec nous. Cette semaine, un article du Wall Street Journal a révélé les différentes manœuvres qu'aurait utilisées Israël ces derniers mois pour influencer la diplomatie américaine. Un espionnage immédiatement démenti par Jérusalem. Avec nous, l'homme à l'origine de ces révélations, Adam Entous, bonjour. C'est un plaisir d'être là. D'abord, est-ce qu'il est vrai que les États-Unis ont découvert l'espionnage israélien en espionnant Israël ? C'est ce que les officiels m'ont dit lorsque j'ai commencé à enquêter sur cette affaire il y a près de 3 semaines. Tout ça s'est passé l'année dernière, juste après que les négociations sur l'Iran ont repris à Genève en 2014. Les Américains ont intercepté des communications où on entend des officiels israéliens parler de détails dans les négociations. Des détails qui, selon les Américains, étaient sortis de la salle où se déroulaient ces négociations. Et il n'y a pas un problème à la base si le Congrès a besoin des services secrets israéliens pour savoir ce qui se passe? Yeah, I think from the perspective of the Israeli government, obviously. Oui, vous savez, je pense que du point de vue du gouvernement israélien, la question de l'Iran est existentielle, surtout en ce moment, et dont on peut comprendre le désir des Israéliens de montrer aux officiels le point de vue de Netanyahou, d'Israël. C'est ce qui motive les Israéliens qui ont rencontré beaucoup de dirigeants avant le discours de Netanyahou le 3 mars. De son point de vue, l'administration Obama voit cela comme leur propre territoire en quelque sorte. Et je pense qu'ils espéraient expliquer l'accord au Congrès de leur point de vue. Explain it to lawmakers from their perspective, because obviously they see it as. Ils le voient comme un accord plus positif que ce qu'en pense le gouvernement israélien. Je pense qu'on voit une sorte de campagne des deux côtés pour essayer d'influencer les opinions sur cet accord, qu'il soit bon ou mauvais. Campaign by both sides to try to shape perceptions about what the nature of this agreement is and whether it's good or bad. Mais est-ce que toute cette affaire n'est pas finalement une diversion avant la signature d'un accord avec l'Iran?
I mean, what I can tell you from my reporting on this, I started looking into it when Kerry. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire quand John Kerry a fait un discours en Europe, la veille du discours de Netanyahou au Congrès. Et il a dit qu'il y avait des sources israéliennes qui disaient que dans son discours, Netanyahou allait évoquer des détails sélectifs dans le discours et que les États-Unis lui disaient de ne pas le faire. And as a reporter who covers intelligence, the U.S. intelligence agencies, je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose derrière tout ça. Donc j'ai commencé à poser des questions et cela m'a mis un peu de temps pour comprendre ce qu'il se passait. C'est pour cela que j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire. Pendant plusieurs semaines, j'ai parlé à des membres du Sénat pour comprendre la campagne israélienne à Washington. Of the Israeli information campaign on the Hill. Bon, en tout cas, cette fois-ci, il est sûr que la dégradation des relations israélo-américaines a atteint un nouveau sommet. Est-ce que c'est irréversible? Well, definitely, as we're reaching the end game of these negotiations. Absolument. Alors qu'on approche de la phase finale de ces négociations, je pense qu'on peut dire que les deux parties montrent bien leur manque de confiance mutuelle. La raison pour laquelle les Américains espionnent les Israéliens est qu'ils veulent savoir ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent. La raison pour laquelle les Israéliens espionnent les Américains indirectement à travers les négociateurs iraniens est qu'ils veulent comprendre ce qu'Obama pense. Les deux côtés ne se font pas du tout confiance. Et à moins que ça change maintenant, je pense que cette relation va continuer à être très tendue. Peut-être que les deux côtés vont décider de calmer la situation un peu, mais l'affaire iranienne est tellement importante pour les deux chefs d'État qu'ils font et qu'ils disent tous les deux des choses qu'autrement ils n'auraient jamais fait ou dit. That they're doing things, both sides are doing things and saying things that I think normally they would not do or say. Merci beaucoup, Adam. C'est un plaisir d'être là. Lee Kuan Yew, le Premier ministre fondateur de la cité-État de Singapour, est mort à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui plus de 5 millions d'habitants en deuil. Son histoire est peu connue en Occident et pourtant l'homme est une légende sur place. Alors pour tenter de comprendre qui était cet homme, on rejoint à l'Université de Management de Singapour le professeur Eugène Tan. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Expliquez-nous ce que représente Lee Kuan Yew pour la population. Lee Kuan Yew is of course Lee Kuan Yew est l'architecte moderne de Singapour. Quand on regarde la transformation du pays au cours des 50 dernières années, je pense que Lee Kuan Yew a fait toute la différence. Ce qu'il a fait a eu un impact énorme pour Singapour. C'est une transformation phénoménale et je pense que le développement de Singapour donne de l'espoir à beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc, ce que l'on voit à Singapour ces derniers jours, c'est un vrai deuil, une perte. Monsieur Lee est irremplaçable. Beaucoup de Singapouriens reconnaissent sa contribution. On voit le deuil qui se manifeste ici sous plusieurs formes cette semaine. Comment est-ce que vous expliquez qu'il a réussi à transformer cette propriété britannique en une puissance économique régionale? Je pense que pour comprendre la transformation que M. Lee a amenée ici, il faut savoir qu'il s'est entouré de gens qui pensent comme lui, d'une équipe pour faire avancer la population. Ensemble, ils ont réussi à créer une nation. Donc c'était un effort collectif, mais il fallait avoir le génie de M. Lee pour commencer ce processus. Il a montré ce qu'un vrai leadership et une volonté politique peuvent faire. Il a aussi installé des valeurs fondamentales. Par exemple, vu que nous sommes une société multiraciale, multireligieuse et que Singapour se trouve en plein dans le monde musulman de l'Asie du Sud-Est, eh bien tout le monde est traité de la même manière. Ça fait partie du système singapourien. Donc en fait, M. Lee a mis en place un système qui nous rend très différents de nombreuses démocraties modernes, comme Israël par exemple. Bien sûr, cela a engendré beaucoup de critiques, puisque les libertés démocratiques sont peut-être limitées. Mais je pense que si vous regardez Singapour aujourd'hui, les libertés démocratiques sont plutôt accessibles. Nous sommes dans une forme de démocratie très différente que d'autres dans le monde. Quelle est l'influence de Singapour aujourd'hui en Asie?
L'influence de Singapour en Asie est d'une grande ampleur et c'est en grande partie grâce aux efforts de M. Lee. Il s'est par exemple assuré que les États-Unis soient impliqués en Asie et pas seulement économiquement mais aussi politiquement. Et cela signifiait qu'il fallait avoir des liens militaires forts avec les pays voisins. Pour les États-Unis, après la guerre du Vietnam, il y avait très peu de raisons de rester impliqués ici. Et cela n'a fait que s'intensifier après l'effondrement du communisme en Asie du Sud-Est. M. Lee et ses homologues dans les 9 autres pays de la région ont établi une association pour les nations du Sud-Est de l'Asie et cela a rapproché ces pays. Aujourd'hui, ils forment une communauté économique, une communauté sociale et culturelle et une communauté politique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci de m'avoir invité et merci de parler de Singapour dans votre émission. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain pour une émission spéciale consacrée aux relations entre les États-Unis et Cuba. Bonne semaine à tous.